On parlera évidemment de politique dans quelques instants. Je ne sais pas si M. Barnier va y arriver. C'est toute la question. C'est toute la question, comme vous dites. On pourra revenir également sur l'affaire Breton, qui est un pur scandale. C'est un exemple chimiquement pur du poids de la technostructure de Bruxelles. Je rappelle que M. Breton a été nommé par le président de la République. Je rappelle que la France est un État fondateur de l'Europe. Bien sûr. Je rappelle que ça s'est passé le 28 juin et que tous les chefs de gouvernement étaient d'accord sur le nom de M. Breton et que Mme von der Leyen a dit non, que la Commission européenne est plus forte qu'un État souverain fondateur et que le président de la République s'est couché face à l'avis de Mme von der Leyen, ce que je trouve invraisemblable. On peut dire aussi qu'Elon Musk a eu la peau de Thierry Breton, parce que tout ça a joué dans la décision d'Ursula von der Leyen. Vous savez que Thierry Breton est parti dans un bras de fer avec Elon Musk et il lui a dit si vous n'acceptez pas les règles européennes, on va fermer Twitter. Et il avait répondu de manière assez grossière à Thierry Breton. Et la sortie de Thierry Breton n'a pas plu à Ursula von der Leyen. Mais c'est invraisemblable, c'est pas Madame von der Leyen. Madame von der Leyen fait son dictat, dit ce qu'il doit être, et le président de la République ne dit rien. Il pourrait aller alors tout le monde évidemment. Ça fait 2 fois. Hein. Oui. Tout le monde se fixe. Goulard aussi, elle devait être commissaire européenne. Hein. Tout le monde se fixe sur Stéphane Séjourné. C'est pas le problème, qu'il soit bon, pas bon. Je suis incapable d'en juger. C'est pas le problème annexe. C'est quand même un vrai problème. On a des pistes depuis 8 mois au Quai d'Orsay. Non, mais que on recasse ses amis, c'est pas. Le vrai problème, c'est capitulation devant la Commission européenne d'un État fondateur. C'est-à-dire que la France est un exemple chimiquement pur. La technostructure de Bruxelles décide de tout et la France se couche. Et ben c'est un scandale. Je suis désolé de vous le dire. C'est un scandale. L'affaire Thierry Breton, c'est un scandale. Je rappelle juste que Vincent Hervouette, au moment de la dissolution, avait dit cette dissolution va intervenir au pire moment des négociations européennes autour de la Commission. Et ça va nous empêcher, disait Vincent, ça va nous empêcher d'avoir le dernier mot. Et bien exactement, sa prévision était juste. Ce qui fait que dans les 20 jobs, on appelle ça les 20 jobs. Comment vous dites les top jobs, les 20, il n'y a plus de Français. Alors il y aura Stéphane... non, il y a un commissaire français, c'est juste qu'on change de candidat. Oui. Il y a un commissaire français. Monsieur Séjourné. Oui. Séjourné. Voilà. Oui. Vous voyez, vous l'avez déjà oublié. Oui. Bon. Et il récupère normalement le portefeuille de Thierry Breton. Alors tout ça va être décidé aujourd'hui. Et je rappelle, parce que alors, c'est qu'il garde le portefeuille de Thierry Breton, mais c'est pas du tout évidemment, à l'ordre du jour. Le grand public, je suis pas sûr qu'il soit sensible à ça. Ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est... Recaser les amis, ils voient très bien ce que ça veut dire. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ils ne voient pas combien ça peut être important et ce que ça signifie. Il a été nommé. C'est-à-dire que le président retire sa nomination. Oui. C'est invraisemblable. Alors après, c'est ratifié par le Parlement. Ils sont tous. C'est d'ailleurs pour ça que Sylvie Goulard, souvenez-vous, n'a pas été commissaire européen la précédente fois, parce qu'elle avait été retoquée par le Parlement européen. Écoutez, ça fera réagir aujourd'hui. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. On est ministre des Armées. On est avec Régine Delfour qui est en direct de Mazan, parce que M. Pellico est présent ce matin. M. Pellico va pouvoir s'exprimer. Bonjour Régine Delfour, c'est un procès évidemment qui est très révélateur de la société française, je le disais, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Est-ce qu'il est arrivé à l'audience? Régine, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Oui, il est arrivé, il est dans le box des accusés, il est arrivé avec une canne assez lentement. Il est installé dans un fauteuil apparemment plus confortable. Il n'a pas l'air de grimacer comme la semaine dernière. Ça fait 10 jours que Dominique Pellico n'est pas présent. Le procès va donc pouvoir continuer. Alors on nous a dit qu'il y aurait des aménagements, notamment des pauses d'horaire. Il y aurait aussi du séquençage au niveau des auditions. Il pourrait se reposer aussi, boire beaucoup, puisque je vous l'ai dit, vous le savez, il souffre d'une infection rénale. Maintenant, la Cour criminelle vient d'arriver. Le président de la Cour criminelle va nous dire comment donc va se passer cette journée. Est-ce que Dominique Pellico va être auditionné en premier? Merci beaucoup Régine. On va écouter Gisèle Pellico qui s'est exprimée hier et qui a placé le débat, d'ailleurs c'est très intéressant ce que dit cette femme, sur les hommes et les femmes du monde entier. C'est ce qu'elle a dit. Je vous propose de l'écouter, Madame Pellico. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien depuis le début de cette épreuve, et plus particulièrement celles et ceux qui ont pris le temps de se réunir samedi dernier, à travers toute la France. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui, à travers le monde, sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls.
Alors ça, je trouve c'est très intéressant, hein, Monsieur Dorido, et je le disais tout à l'heure, parce que 91% des viols, 91% sont commis par quelqu'un de l'entourage familial. Et effectivement, la famille est parfois un enfer. Ou oui, la famille est un enfer. Là, en l'occurrence, on revient de loin. Le devoir conjugal a été aboli il n'y a pas si longtemps. C'est notre génération qui a connu ça. Monsieur Jakubowicz pourra le confirmer. C'est très très récent. C'est-à-dire que la notion de viol commis par un époux sur son épouse, à l'époque de nos grands-mères, voire même de nos mères, ça n'existait pas. Chérie, c'est ton devoir. Ah oui, mais j'ai pas envie. C'est pas mon problème. Devoir conjugal. Et donc, si vous voulez, Dieu merci, les choses changent dans le bon sens. Et oui, vous avez raison de le rappeler. Évidemment, la famille est au... Si vous voulez, c'est un... Vous savez, si on s'autorise une métaphore animalière, le pervers, c'est le chat qui joue avec une souris. Et le chat, il choisit les souris qu'il a autour de lui. Il ne va pas aller chez le voisin ou chez la voisine s'il a des souris sous la main, si j'ose dire. Et notamment les violences sexuelles commises sur des enfants. Le chiffre est effrayant, il fait froid dans le dos. Manifestement, un enfant sur 10 est victime d'agressions sexuelles ou de viols en France. Ça veut dire que s'il y a des enseignants qui nous écoutent, vous avez une classe avec 40 gamins, en moyenne, vous savez que vous êtes en train de faire la classe ou de faire un cours à 4 personnes qui sont, au moment où vous parlez, victimes d'agressions sexuelles ou même de viol. Bon, il y a beaucoup de témoignages, évidemment, et de prises de position, et puis parfois, effectivement, il y a instrumentalisation, parfois on est un peu agacé, pourquoi pas de cela. Mais Camille Kouchner disait hier, et je vais poser la question à Anna Jakubowicz, elle trouve que la séquence MeToo, finalement, influence peu la société française. Moi, je n'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment contraire, pour tout vous dire. Mais elle disait, voilà, la séquence MeToo entre peu dans les esprits. Non, moi, c'est pas du tout mon avis, en tout cas de professionnel. Je le vois dans les dossiers, dans les affaires. Ça a permis effectivement de sortir beaucoup de libération de la parole, qui était absolument nécessaire. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Maintenant, ceci étant, je me méfie toujours un peu des chiffres. 91%, dites-vous, de viols dans les cellules familiales. Je sais pas d'où vient le chiffre. Moi, en tout cas, dans mon expérience, c'est pas ce que j'ai vu, mais mon expérience n'est que mon expérience. De même, 4 enfants sur 10. Enfin, moi, je me méfie toujours des chiffres. En tout cas, la réalité... Il suffit de compter. Faites une moyenne, hein, c'est pas si compliqué. Bon, oui, mais les moyennes, c'est toujours très dangereux. Mais enfin, peu importe. Toujours est-il, c'est trop. Ça, c'est absolument évident. Et s'agissant de cette affaire, moi, honnêtement, je pensais, avec mon expérience, avoir à peu près tout vu dans l'horreur de ces violences sexuelles. Ça, enfin, j'aurais jamais cru qu'un jour dans ma vie, je serais confronté à ça, enfin, qu'on verrait ça. C'est absolument hallucinant. On verrait ça dans un film, on ne le croirait pas. On ne le croirait pas. C'est absolument terrifiant. Peut-être une dernière observation. Moi, je trouve aussi, comme tout le monde, cette femme absolument admirable. Bon, voilà, mais pour moi, c'est son procès à elle. C'est pas le procès de toutes les femmes, de tous les viols. Je trouve vraiment que cette cape aujourd'hui qu'elle prend ou qu'on lui met, c'est elle qui le dit, hein. Mais encore une fois, qui le dit, Alain Jakubowicz. Vraiment, elle est absolument admirable. Oui, mais elle a voulu ça. Elle a voulu ça, Alain. C'est possible. C'est-à-dire qu'elle a voulu précisément. Mais ça se comprend. Précisément que ce soit pas un huis clos pour médiatiser et pourquoi pas changer la société. Donc c'est aussi le procès en général, le procès de la société. C'est le regard de la société qui est expertisé. Mais c'est une façon aussi pour elle, alors là, de sortir un petit peu, de pas l'auto-centrer. Et je crois que c'est important pour elle aussi. C'est aussi une défense de sa part, je crois, de pouvoir ouvrir le sujet. Tant la douleur est intense pour elle et elle se fait violence. C'est normal qu'elle ouvre le sujet. Parce que si elle reste sur elle, elle ne peut avoir qu'en permanence ces images qui défilent, ces images d'horreur qui défilent. C'est ce que vous dites très justement. Moi, je ne suis pas sûr que MeToo ait totalement changé ou est bouleversé. Parce que sur la parole des femmes, oui. Ça, c'est vrai. Je veux dire, moi, j'ai des personnes qui ont parlé après, voilà, parce qu'elles ne parlaient pas avant et qui ont commencé à parler après. Mais sur
pour les hommes, je ne suis pas sûr que ça ait changé beaucoup de choses. Quand j'entends, par exemple, les personnes qui sont sur le banc des accusés, qui disaient, comme défense, oui, mais c'était sa femme. C'est tellement révélateur, cette phrase. Pardonnez-moi, je parle sous votre contrôle. Elle est révélatrice, cette phrase. C'était sa femme. C'est-à-dire, l'objectification de la femme, quand même, demeure. C'est ce qu'ils veulent dire, c'est sa chose. Mais c'est sa chose. Pour rebondir sur ce que dit Monsieur Dorido, qui est psychologue. C'est un fait, ma voiture, ma maison, ma femme. C'est un fait qu'il y a quand même sans être un grammairien chevronné, l'article possessif. Les femmes disent parfois aussi mon homme. Voilà, mon mari, on dit aussi mon mari, mon époux. Oui, Pascal, vous le dites. Pascal, non, Pascal, vous avez juste raison. Elle dit mon mari. Elle dit mon mari précisément la plupart du temps, et lui dit ma femme. Oui, on dit aussi mon mec à moi, mon homme, ça se dit aussi. Charlotte Dornelas. En quelques mots. À partir du même article possessif, on va faire le procès des hommes jaloux qui pètent un câble à chaque fois que la femme regarde quelqu'un d'autre. Mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire le procès de l'ancien monde tant que vous voulez. En l'occurrence, même dans l'ancien monde, offrir sa femme à 50 personnes sous ses propres yeux, c'était pas acceptable en fait. Donc je veux bien qu'on fasse rentrer au chausse-pied tant qu'on peut, tout ce qu'on veut, mais là, en l'occurrence, ça a toujours été considéré comme un acte criminel, ce qui est en train de se passer. À aucune époque, on se dit c'est acceptable parce que c'était sa femme. Enfin, jamais en fait. Ça dépend de la femme de qui. Il n'y a pas si longtemps, il y avait le droit de cuissage. Vous savez, tout le monde se moquait de qui troussait les servantes. Et il y a peu de temps, lorsqu'un homme politique de tout premier le droit de cuissage, c'est pas dans une affaire. Monsieur Dorido, le droit de cuissage, c'est pas nos parents ni nos grands-parents. Pardonnez-moi. Non, alors pardon de le rappeler. Exprimer avec ce terme. Pardonnez-moi. Si. Il voulait rappeler l'affaire Strauss-Kahn. Tous ensemble. Il y a tout un historique qui est présent dans l'imaginaire des uns et des autres. On voit des affaires, justement, dans la suite de MeToo, qui sortent sur des milieux professionnels très particuliers, le cinéma, l'hôpital, qui sont des milieux, si vous voulez, en termes, je dirais, d'idéologie managériale, très, très à l'ancienne. Et je veux dire, encore aujourd'hui, il est fréquent que des chefs de service s'autorisent, ne serait-ce que des commentaires extrêmement désobligeants à propos de leurs jeunes internes. Et j'aimerais, revenir, vous avez raison, les chiffres, c'est toujours important de les prendre avec distance. Toutefois, sur ces violences sexuelles exercées dans la cellule familiale, si vous voulez, il faut bien comprendre que, bien sûr, il y a des violeurs du type Michel Fourniret, et Dieu merci, c'est rarissime. En revanche, lorsque l'agresseur est un cousin, un tonton, un grand-père, c'est très, très compliqué. Là, il y a une omerta familiale absolument effrayante. Et ce que j'entends dans ma clinique, dans mon cabinet, j'ai des révélations d'abus sexuels chaque année, plusieurs, et ce que j'entends systématiquement ne fait pas autant d'histoire, on n'en meurt pas. J'entends des mères de famille. Et surtout, la famille se protège dans ces cas-là. C'est-à-dire que. La poussière sous le tapis. Et vous parliez tout à l'heure de Camille Kouchner. Effectivement, ce qu'elle raconte dans La Familia Grande à propos de Monsieur Duhamel est un cas d'école. Charlotte Dornelas. Il y a plusieurs choses. La question de l'omerta, la question des agressions dans les familles, ça, en effet, c'est de tout temps, malheureusement, et on le voit encore aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Dans MeToo et dans cette affaire, il y a des choses très modernes aussi dans ce qui se passe. Il y a par exemple le recours à Coco, cette application qui est au centre de cette affaire, avec uniquement des titres qui sont révélateurs d'une population qui utilise ces applications gavées de la pornographie moderne, c'est-à-dire toute la pornographie qui inonde les cerveaux des enfants, dans lequel il n'y a aucune limite dans l'exaltation sexuelle. Et personne n'a osé dire ça, et alors là, c'est très personnel, mais avant MeToo, oser expliquer qu'il y avait aussi une moralité des comportements dans la sexualité, c'était être un vieux schnock qui nous fait chier. C'était aussi simple que ça pendant des années. Parce que sur le terrain sexuel, seule la liberté individuelle, seule la jouissance sans entrave était autorisée. Donc là, tout à coup, on redécouvre que l'autre, le respect de l'autre est une entrave dans la relation sexuelle. C'est une entrave. Parce qu'une entrave, ça peut être positif, ça peut être la manière de concevoir la personne en face de soi. Donc il y a aussi un procès de la modernité qui peut s'inviter aussi dans ces procès. Parce que si on se limite simplement au procès de ce qui a toujours été, qu'on a fait 15 fois, c'est bon, le patriarcat, c'est terminé, honnêtement. Alors, on peut aller se battre au Pakistan, si vous voulez. Mais là, parfois, quand j'entends parler de la condition des femmes en France, j'ai vraiment l'impression de ne pas vivre dans le même pays. Mais vraiment pas. Vous comprenez pourquoi Charlotte Dornelas plaît autant à nos téléspectateurs. Je crois que derrière ce que vous avez dit, il n'y a rien à rajouter.
D'abord, c'était remarquable et très brillant, et c'est tellement juste et tellement sensible et également. Noémie... Vous mettez la pression, là. Non, mais ce que vous avez dit est formidable. Oui, c'est très intéressant. C'est une analyse d'ailleurs de faire de MeToo un retour de balancier d'une liberté sexuelle qui a été extrême et qui aujourd'hui continue de cette façon-là. Noémie Aliwa. Est-ce que vraiment Dominique Pellicot peut être aujourd'hui l'emblème, le représentant de ce qui ne fonctionne pas dans les familles? Je ne suis pas du tout certaine. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir cette affaire comme une affaire représentante des violences sexuelles. Il y a une perversité chez ce personnage. D'ailleurs, quand vous lisez le profil psychologique qui a été établi par les psychologues, vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas affaire à quelqu'un de classique, de banal. C'est un pervers, c'est un narcissique, c'est un manipulateur. Ce sont des éléments qui sont dans son dossier, qui ont été définis par les psychologues. Et donc, on a affaire à une affaire qui est particulièrement violente, qui est particulièrement perverse, qui est particulièrement monstrueuse. Et en faire un emblème aujourd'hui de ce qui ne fonctionne pas dans les relations entre les hommes et les femmes ou des violences sexuelles, je pense que ce n'est pas la bonne façon. Non, mais ça montre, et c'est là parce que non plus. C'est parce que moi ce que je trouve intéressant, elle n'est pas du tout idéologue, c'est ça qui est intéressant. Noémie, elle n'est pas du tout idéologue. Ce que je trouve intéressant, c'est de pointer la famille. C'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Et l'enfer qui existe parfois dans les familles. La famille protège aussi beaucoup. Mais j'entends, mais vous avez parfaitement raison. Mais ce qui me paraissait intéressant ce matin, parce qu'on parle beaucoup de cette affaire, c'est de pointer la famille avec une domination, avec parfois des tyrans, avec ce qui peut se passer de pervers. Alors c'est jamais aussi, comment dire... aussi incroyable que cette affaire Pellicot, mais il y a des banalités, par exemple, qui peuvent se passer dans au-delà des faits dont cette femme a été victime, qui sont absolument... Alain Jakubowicz. Il y a des choses qui sont plus insidieuses, puisqu'en fait, ça concerne ses propres filles, je crois. Bien sûr. Ses belles-filles, des photos... D'ailleurs, la façon dont il a été pris, d'ailleurs, qui est assez... anodine, ça part pas sur cette affaire monstrueuse, ça part sur ces espèces de pervers on en voit beaucoup dans les tribunaux, qui prennent des photos sous les jupes des dames, qui mettent des caméras dans des toilettes, dans des vestiaires, dans des piscines, ça part de là. Et on le voit bien par rapport, d'après ce que moi je connais pas le dossier, mais d'après ce que j'en ai lu, il semblerait que ça soit absolument objectif, les photos de ces belles filles dans la salle de bain, y compris ces petits-enfants, les petits-enfants à qui il aurait dit quand même un signal, si vous vous mettez nu, je vous donne des bonbons. C'est vrai qu'on n'est pas dans... Il y a de quoi être alerté quand même. Je suis pas sûr. Pardon. Joseph Massescaron. Et là, ce qui m'intéresse... Ce qui m'intéresse personnellement, pardon, ce qui m'intéresse peut-être parce que je fais le pas de côté, mais ce n'est pas la famille, parce que je suis d'accord avec l'analyse de Charlotte. Ce n'est pas la famille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gynécologue que Mme Pellicot est allée voir plusieurs fois avec ce qu'elle avait, lésions de col de l'utérus, et j'en passe, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont abominables. Et comment dire, son mari, alors qu'on savait très bien qu'elle était monogame, qu'est-ce qu'elle revendiquait, n'a pas été... le gynécologue n'a pas demandé à voir le mari. Quand il y a eu l'amende... parce que c'est après qu'on a fouillé, que quelqu'un a pris la décision de fouiller dans l'ordinateur de M. Pellicot. Quand il y a eu l'amende qui a été prise, on n'a pas prévenu Mme Pellicot. Donc moi, ce sont tous ces éléments-là qui m'interpellent. C'est la nature humaine. Les gens interviennent assez peu. Pardon ? Les gens interviennent assez peu, hélas, de ce qui se passe chez leurs voisins.